Zoomons sur la carte. Nous sommes au Chili. Cette étroite cicatrice sur la carte s'appelle le désert d'Atacama, un écosystème fragile qui s'assèche lentement et disparaît juste pour faire fonctionner nos smartphones et nos voitures électriques. À l'est, l'imposante cordillère des Andes, des montagnes qui bloquent toute l'humidité venant de l'Amazonie. À l'ouest, le courant glacial de Humboldt refroidit tellement l'air que les nuages de pluie ne peuvent physiquement même pas se former correctement. Cela en fait l'un des endroits les plus secs et les plus fragiles de la planète. Pour vous montrer à quel point il est fragile, le sol est si bien adapté à la sécheresse qu'une pluie soudaine peut anéantir de nombreux microbes anciens car ils ne supportent pas l'humidité. Regardons de plus près cette immense tache blanche. On dirait un lac gelé, mais c'est le salar d'Atacama. Et ces étranges formes géométriques bleu néon que vous voyez traverser la croûte blanche, ce ne sont pas des piscines. Ce sont d'immenses bassins d'évaporation visibles depuis l'espace. On pourrait supposer que le désert d'Atacama devrait être laissé en paix vu les conditions météo, mais voici le revirement étrange. Une course massive au lithium a lieu en plein milieu de celui-ci. On appelle souvent ce métal rare l'or blanc. Sous toute cette poussière se trouve l'une des plus grandes réserves au monde. Nous en avons besoin pour nos smartphones, nos véhicules électriques et nos batteries. Inutile de dire que tout ce métal est considéré comme très précieux pour les compagnies minières. Pour l'obtenir, ils assèchent littéralement le désert en pompant agressivement des millions de litres de saumure ancienne, la seule nappe phréatique du désert. On parle d'évaporer 500 000 gallons d'eau pour seulement 1 tonne de lithium. Les résultats sont dévastateurs d'un côté. Les lagunes bleues avec leurs nombreux flamants roses rétrécissent. Le peuple indigène Licanantay voit ses terres ancestrales se transformer en poussière. Mais d'un autre côté, nous construisons un avenir vert pour nos villes basé sur le lithium extrait du désert d'Atacama, affirmant que nous sauvons réellement la planète. Voici l'ultime paradoxe vert. En même temps, nous l'appelons souvent une zone morte biologique, et pourtant, nous y voyons notre avenir. Il se produit actuellement un phénomène étrange dans le désert égyptien. D'immenses cercles verts, énigmatiques, surgissent un peu partout, par centaines. À cela s'ajoutent des dizaines de canaux et de routes qui convergent vers une formation évoquant un fleuve. Sans en être véritablement un, il s'agit du vaste projet New Delta, dont l'objectif particulièrement controversé consiste à inonder le désert. On comprend aisément pourquoi. Plus de 90% du territoire égyptien est désertique. Des étendues interminables de dunes et de sols arides, écrasés par une chaleur intense. Presque rien n'y pousse. Ainsi, de nos jours, seules 2 régions permettent une production agricole significative, la vallée du Nil et son delta. Réunies, elles ne représentent qu'environ 5% du pays, mais assurent l'alimentation de près de 99% de la population. Et cette situation devient préoccupante, car cette dernière continue de croître. À l'horizon 2050, les projections annoncent une hausse d'environ 40 millions d'habitants, pour atteindre presque 160 millions. La vallée et le delta du Nil ne pourront tout simplement pas suffire face à une telle demande. Vous percevez le problème, n'est-ce pas? La population croît, les besoins alimentaires augmentent. Pourtant, l'essentiel du territoire reste désertique, laissant peu de place à de nouvelles exploitations agricoles. Dès lors, quelle solution envisager? La réponse la plus simple ressemble à celle que vous adoptez lorsque votre réfrigérateur est vide. Commandez. L'Égypte n'agit pas différemment, en important d'importantes quantités de vivres depuis l'étranger. Cependant, ces importations sont coûteuses et prennent du temps. Il devient donc nécessaire de créer rapidement de nouvelles terres agricoles. C'est l'ambition du projet New Delta, un programme agricole colossal visant à transformer certaines zones désertiques en terres fertiles. Le principe consiste à acheminer l'eau et à déplacer l'agriculture vers l'ouest du Nil. Si ce projet aboutit, il pourrait accroître les surfaces cultivées d'environ 15%. Sur le papier, l'idée paraît séduisante. En réalité, elle s'accompagne de nombreuses controverses. Leur projet consiste à faire naître une rivière artificielle en plein désert,
s'étendant sur environ 110 km. Pour en assurer le fonctionnement, ils aménagent d'un vaste réseau de routes et de canaux. Quant au cercle vert, évoqué plus tôt, il s'agit de dispositifs d'irrigation. Ils puisent l'eau depuis des puits ou des conduites, avant de tourner lentement pour la diffuser en cercle sur les cultures. Ainsi, une immense rivière artificielle prend forme au cœur du désert. Mais d'où provient toute cette eau? Elle repose sur 3 sources principales. La première, et de loin la plus importante, est constituée d'eau usée, traitée. Il s'agit d'eau domestique, issue par exemple des éviers ou des toilettes, qui sont ensuite purifiées afin d'être réutilisées sans danger. Pour cela, une station de traitement moderne a été construite à El Hammam, une ville située sur la côte nord de l'Égypte, à l'ouest d'Alexandrie. Sa construction s'est achevée en 2023 et l'installation est véritablement gigantesque. Elle détient désormais le record mondial de la plus grande station d'épuration des eaux usées au monde. Chaque jour, elle traite un volume d'eau immense, suffisant pour remplir environ 3000 piscines olympiques. Et la majorité de cette eau est directement utilisée pour l'agriculture. La deuxième source d'approvisionnement provient du Nil. L'eau est prélevée dans ce fleuve emblématique, acheminée à travers d'immenses canaux, puis envoyée profondément dans le désert afin d'alimenter cette rivière artificielle. Enfin, la troisième source correspond aux eaux souterraines fossiles profondes, c'est-à-dire des réserves situées bien en dessous du désert, notamment l'aquifère de grès nubien, une immense réserve d'eau piégée depuis des milliers d'années. C'est à ce stade que les controverses apparaissent. Certes, le désert occidental renferme d'importantes réserves d'eau, mais elles restent limitées car il s'agit d'eau fossile. Autrement dit, elle est si ancienne qu'elle ne se renouvelle pratiquement pas. Une fois extraite, elle ne se reconstitue pas à court terme, ni à l'échelle d'une vie humaine, ni même sur plusieurs générations. De surcroît, plus les forages sont profonds, plus l'eau tend à devenir salée, ce qui pose problème. La plupart des cultures supportent mal le sel. Une eau trop salée ralentit la croissance, réduit les rendements, voire entraîne le dessèchement des plantes. À force d'irriguer avec une telle eau, le sel s'accumule dans les sols, l'eau s'évapore, mais les sels demeurent. Progressivement, les terres peuvent se durcir, s'assécher et devenir presque impropres à toute activité agricole. Ainsi, pomper les eaux souterraines peut aider à court terme, mais cela pose une question essentielle. Est-ce réellement viable sur le long terme? D'autres préoccupations existent aussi. Le projet a été présenté comme une grande réussite. Produire plus de nourriture, créer des emplois et soutenir les Égyptiens. Il stimule également l'économie, car des fruits et légumes coûteux sont cultivés puis exportés vers des pays comme le Canada, l'Australie ou le Japon. Mais c'est aussi là que réside le problème. Beaucoup dénoncent un projet surtout tourné vers des cultures destinées à l'exportation. Certes, cela rapporte de l'argent au pays à grande échelle. Cependant, cela ne signifie pas que la nourriture devienne moins chère localement, ni que les familles modestes puissent en jouir davantage. Malgré la hausse des exportations, l'inflation des prix alimentaires reste forte dans le pays. Ainsi, la sécurité alimentaire de l'Égypte n'est toujours pas pleinement assurée et de nombreux habitants font encore face à des prix élevés et à des budgets limités. Un autre point controversé est le coût réel du projet, qui reste incertain. La presse évoque parfois 5,2 milliards de dollars, tandis que certains experts estiment plutôt un total proche de 9,7 milliards. La seule partie liée au traitement des eaux usées dépasserait 500 millions de dollars, mais ces chiffres restent difficiles à confirmer. Journalistes et chercheurs dénoncent un manque de transparence, rendant les finances du projet dures à suivre. Les experts avertissent également que l'agriculture désertique est extrêmement coûteuse. Contrairement aux sols fertiles de la vallée du Nil, le désert occidental est surtout composé de sable sec, pauvre en nutriments. Pour y cultiver quoi que ce soit, il faut une irrigation massive afin de rendre les terres exploitables. Or,
faire fonctionner ces systèmes demande beaucoup d'énergie, ce qui augmente encore les coûts, même avec une grande rivière artificielle. Malgré cela, certains estiment que les risques et les dépenses en valent la peine et que la situation commence à évoluer. Prenons l'exemple du blé. Pendant des années, l'Égypte en a été le premier importateur mondial, un titre coûteux qui fait dépenser au pays des milliards de dollars chaque année. Avec le projet New Delta, le blé est devenu l'une des cultures prioritaires. Les autorités égyptiennes affirment que cela a permis de réduire les importations de blé de près de 17% en 2025, économisant ainsi environ 250 millions de dollars. Une telle réussite a transféré la première place mondiale des importations de blé à la Chine. Et il ne s'agit pas seulement du blé. Oranges, pommes de terre, raisins. L'agriculture y connaît un véritable essor. Selon les estimations, les exportations alimentaires sont passées de 5 millions de tonnes en 2020 à plus de 8 millions en 2024. Le projet New Delta transforme déjà l'agriculture égyptienne et, d'après les images satellites, il modifie également l'aspect du pays, convertissant le désert aride en parcelles vertes éclatantes. La transformation est réelle et spectaculaire. Il ne fait donc aucun doute que ce projet constitue à la fois un exploit technique impressionnant et une vaste expérience. Toutefois, les chercheurs soulignent qu'il est encore trop tôt pour savoir s'il résoudra véritablement le problème alimentaire de l'Égypte. Tout dépendra de la gestion de l'eau, des coûts énergétiques et des décisions prises. Si le Nil, les eaux usées, traitées et les nappes fossiles peuvent être exploitées de manière durable, le projet pourrait réellement stimuler l'agriculture. Dans le cas contraire, il risquerait d'épuiser des ressources précieuses, d'accentuer les inégalités et de laisser derrière lui une empreinte onéreuse sur le désert. Lorsque les rivières se tarissent, lorsque la végétation ne peut plus subsister sur des étendues brûlantes et stériles, lorsque la perspective d'un désastre écologique est inéluctable, ils interviennent pour sauver le monde. Ils, ce sont les loups, les lapins et les castors. Vous vous apprêtez à découvrir des récits où des animaux ont sauvé des écosystèmes à travers le monde. Commençons par les lapins. Voici d'abord une mise en garde. Aucune source fiable ne confirme formellement la véracité de cette première histoire, bien qu'elle paraisse globalement crédible. Libre à vous d'y adhérer ou non. Bienvenue dans le désert de la bannière de Dalat, en Chine. Oui, il s'agit bien d'un désert. Alors pourquoi cet aspect d'oasis verdoyante? Il y a seulement quelques décennies, la région n'était qu'une immense étendue sableuse et désolée. Rien n'y poussait, rien n'y vivait. Ce territoire colossal ne produisait rien et ne soutenait aucune forme de vie, ce qui en faisait un espace aussi vaste qu'inutile. Des spécialistes ont donc entrepris de trouver un moyen d'y réintroduire la vie. Ils envisagèrent diverses approches classiques: plantation d'arbres, irrigation artificielle, programme de reverdissage à grande échelle. Pourtant, toutes ces pistes semblaient soit inefficaces, soit trop coûteuses, soit vouées à l'échec. Puis, en 1988, un scientifique chinois formula une idée audacieuse: introduire des lapins dans le désert. Cette proposition éveilla la curiosité et suscita l'intérêt. Peu après, une colonie de lapins rex, une race originaire de France, fut implantée dans la bannière de Dalat. Ces petits rongeurs s'adaptèrent étonnamment bien aux conditions arides et brûlantes et commencèrent à s'établir durablement. Dans cet environnement hostile, chacun se mit à creuser le sol pour y chercher racines et herbes sèches. À grande échelle, cette activité permit d'aérer la terre, c'est-à-dire de l'enrichir en oxygène, élément indispensable à la croissance végétale. Par ailleurs, leurs grosses commissions, pour le dire avec retenue, apportèrent nutriments et graines non digérées. L'ensemble de ces processus contribua à revitaliser progressivement le désert, jusqu'à le transformer peu à peu en une vallée verdoyante.
Mais comment un tel phénomène fut-il possible, alors que la population initiale de lapins était si réduite face à l'immensité du désert? La réponse tient à leur capacité de reproduction hors du commun. Un seul individu peut engendrer environ 40 descendants par an, une efficacité redoutable. Avec le temps, leur nombre dépassa le million. De surcroît, l'absence de prédateurs favorisa leur expansion. Ils se multiplièrent, ameublirent le sol et poursuivirent simplement leur rôle naturel. Les chercheurs furent stupéfaits. Les résultats surpassaient toutes les attentes, avec un taux de survie des plantes atteignant 96%. Les agriculteurs du monde entier prirent de conscience de l'influence des lapins sur l'environnement et leur élevage devint rapidement une activité lucrative. Ces animaux furent bientôt très recherchés, permettant à de nombreux exploitants de générer des revenus atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le niveau économique de la région s'éleva, entraînant une amélioration notable des conditions de vie locales. Le sol désertique gagna en fertilité, au point de permettre la culture de pommes de terre. La production annuelle dépassa alors le millier de tonnes, favorisant à la fois les revenus et la création d'emplois. Ainsi, de simples lapins restaurèrent la terre, verdirent un désert et stimulèrent l'économie régionale. Il convient toutefois de considérer ce récit avec prudence. Aucune source fiable ne permet à ce jour de confirmer la réalité de cette initiative impliquant des lapins en 1988. En revanche, les deux exemples suivants reposent sur des faits établis. Le prochain animal à l'œuvre est le castor. Quittons la Chine pour les États-Unis, plus précisément l'Utah. Dans cette région, la hausse des températures a entraîné l'assèchement progressif des rivières, plaçant l'écosystème dans une situation critique. Ces cours d'eau y sont essentiels, car ils conditionnent la vie animale, l'agriculture, le tourisme, ainsi que l'accès à l'eau potable. Une grave sécheresse finit par tarir de nombreux cours d'eau. Les populations de poissons en furent affectées, entraînant à leur tour des difficultés pour les espèces qui en dépendaient. Le manque d'humidité augmenta également le risque d'incendie de forêt. Les problèmes s'enchaînèrent sans qu'aucune solution évidente ne s'impose. C'est alors qu'en 2019, des chercheurs de l'Université d'État de l'Utah avancèrent une idée singulière: transférer des castors vers la rivière Price. Mais comment ces animaux, connus pour ronger le bois, pourraient-ils remédier à une telle crise? Les castors construisent des barrages qui, le long des rivières, donnent naissance à des étangs et des zones humides. En pleine sécheresse, l'eau ainsi concentrée persiste plus longtemps, contrairement à celle dispersée sur de longs lits fluviaux qui s'évaporent rapidement sous un soleil intense. Ces retenues offrent un refuge aux poissons et à d'autres espèces durant ces périodes critiques. Lorsque les pluies reviennent, les rivières se régénèrent. Les barrages favorisent ainsi la survie des populations aquatiques, limitent les risques d'incendie et améliorent la disponibilité des nutriments. Les animaux dépendant des poissons évitent la famine et l'ensemble de l'écosystème résiste mieux aux sécheresses. Cette méthode présente toutefois une limite. Tous les castors ne parviennent pas à s'adapter à un nouvel environnement. Dans le cas de la rivière Price, certains individus n'ont pas survécu. Quelques-uns ont été victimes de prédateurs, tandis que d'autres n'ont pas supporté les conditions climatiques. Néanmoins, la majorité a rempli sa fonction. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est remonté, les poissons abondent et les locaux se réjouissent de voir la région attirer des visiteurs. On y vient pour se détendre sur les rives, nager, faire du kayak ou pêcher. Cette prospérité doit beaucoup à l'action des castors. Dirigeons-nous à présent vers le célèbre parc national de Yellowstone, l'une des plus vastes réserves naturelles au monde. Au cours du siècle dernier, une seule espèce a failli déséquilibrer l'ensemble de son écosystème. Face à ce type de récit, on imagine souvent des invasions de criquets ou des moustiques vecteurs de maladies. Pourtant, il n'est pas toujours nécessaire d'incriminer de petites espèces prolifiques. Un grand animal, tel que le wapiti, peut également en être la cause.
À une certaine période, la population de wapitis à Yellowstone augmenta fortement. Ils se mirent alors à consommer d'importantes quantités de saules, de trembles, de peupliers et d'autres essences. Leur appétit semblait insatiable et, à mesure que leur nombre croissait, ils dénudèrent progressivement les forêts, en broutant les feuilles, en abîmant les troncs et en brisant les branches. Ils détruisirent les abris naturels dont dépendaient les oiseaux. Privés de ces arbres, de nombreuses espèces ne purent plus survivre à l'hiver. Le déclin des oiseaux entraîna celui des prédateurs qui s'en nourrissaient. Par ailleurs, les oiseaux jouant un rôle clé dans la régulation des insectes, ces derniers durent à proliférer. Pourtant, ce n'était pas encore le problème le plus grave. Les wapitis influencèrent également la température de l'eau dans la région. Avec la disparition des arbres, les castors perdirent leur principale ressource hivernale, les saules, et cessèrent de construire des barrages. Or, ceux-ci, combinés à la végétation, apportaient une ombre qui maintenait l'eau fraîche. Privées de cette protection, les rivières de Yellowstone commencèrent à chauffer. Les poissons à sang froid en pâtirent et leur raréfaction provoqua la famine pour de nombreux animaux. Ainsi, toute une chaîne écologique, longue et complexe, s'était rompue sous l'effet des wapitis. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? Éliminer ces animaux n'était pas une solution. Cela n'aurait offert qu'un répit temporaire, d'autant qu'ils ne faisaient que suivre leurs instincts. Les savants se tournèrent alors vers une option radicalement différente. Les loups, oui, les loups. Au début de l'année 1995, 8 loups furent réintroduits à Yellowstone. Dès 1996, leur effectif atteignait déjà 31 individus. En 2002, 30 couples étaient répartis dans différentes zones du parc. Et en l'espace d'une décennie à peine, Yellowstone commença à se transformer. La présence des loups contraignit les wapitis à rester en mouvement et en alerte permanente. Leur population diminua et leur comportement évolua. Ils ne pouvaient plus s'attarder suffisamment longtemps au même endroit pour ravager des bosquets entiers. La végétation se rétablit peu à peu. Les saules et les trembles gagnèrent en vigueur. Les oiseaux revinrent et rebâtirent leurs nids. Les castors retrouvèrent assez de bois pour leurs barrages. Les rivières, de nouveau ombragées, se rafraîchirent. Peu à peu, l'équilibre se reconstitua. Les loups avaient à restaurer la forêt. Mais une question s'impose. Pourquoi était-il absent de Yellowstone? La réponse est l'homme. Au 19e siècle, lorsque Yellowstone fut proclamé parc national, les loups s'attaquaient fréquemment au bétail, et non sans raison. Les colons avaient installé des ranchs à proximité, introduisant en grand nombre des moutons et des bovins non indigènes. Parallèlement, ils chassaient les herbivores sauvages du parc, réduisant drastiquement les ressources alimentaires des loups. Contraints de survivre, ces derniers se tournèrent vers les bêtes domestiques. Ils furent alors perçus comme nuisibles. La réaction fut brutale. Durant des décennies, les chasseurs exterminèrent des meutes entières. Au milieu des années 1920, plus de 130 loups avaient disparu, et en 1926, la dernière meute fut éradiquée. Dans les années 1970, il ne subsistait plus aucune trace de leur présence à Yellowstone. C'est là que la prolifération des wapitis devint problématique. C'est pourquoi il est essentiel de considérer les animaux avec respect. Ils ne se bornent pas à coexister en mangeant, dormant ou chassant. Ils constituent des éléments fondamentaux du tissu vivant. Lorsqu'un seul maillon de ce système disparaît, c'est l'ensemble de l'équilibre qui peut vaciller. Une réalité qui mérite réflexion.